Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Pleine Page. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un que peut-être vous connaissez déjà. En tout cas, nous, ici sur notre écran, nous le connaissons bien puisque c'est la seconde fois qu'on reçoit Christian Gauvry. Christian Gauvry, vendéen, mais aussi globe-trotter, j'ose pas dire aventurier, c'est pas péjoratif, mais c'est tout de même un peu ça. Et vous nous proposez aujourd'hui, Christian Gauvry, le numéro 2, le second opus des livres que vous avez écrits qui s'intitule « Mon neurone et moi ». Merci d'être parmi nous, Christian Gauvry. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans vos neurones pour que vous les chatouiller ainsi et pour la deuxième fois? J'en profite d'ailleurs pour faire voir à l'écran votre ouvrage « Mon neurone et moi », après le premier tome. Voici donc le second. Qu'est-ce qui se passe dans les aventures de Christian Gauvry? Bah écoutez, bonjour d'abord. Et moi, je trouve que l'actualité est tellement riche et qu'il est important, je pense, d'en rigoler quelquefois, de pousser quelques cris de gueule aussi, quelques coups de gueule aussi quelquefois face à une inertie un petit peu trop forte sur des sujets qui nous touchent tous autant qu'on est. Et voilà, c'est tellement riche. J'ai écrit ça sans forcer parce que il y a tellement d'actualités que... Oui, j'allais vous dire, on dirait que c'est un journal de bord ou des mémoires comme peuvent le faire des gens qui ont beaucoup voyagé. C'est votre cas. Vous avez fait, je le disais tout à l'heure, quasiment le tour du monde. Votre premier voyage était au Moyen-Orient, ou en Libye plutôt, plus exactement. Oui. Alors vous partez de la Vendée, vous allez en Libye. Oui. À cette époque-là, vous n'écrivez pas encore de livres, mais vous allez comme ça occuper des emplois un peu partout dans le monde. Et le premier, c'était où? Rappelez-nous ça. C'était dans le Sarir libyen, donc entre la ville de Benghazi et de Koufra, à 800 km au sud de Benghazi. Donc il y avait 13 heures de bus pour y aller, de 4x4, puisque c'était vraiment du désert. Et Kadhafi avait eu la riche idée de faire pousser du blé dans le désert. Ah, puisque nous étions sous le gouvernement de Kadhafi à l'époque. Oui, à l'époque c'était Kadhafi, oui. Et il tapait dans les nappes phréatiques. Entre autres choses. Pour vous citer un petit peu l'ampleur du contrat, c'est qu'il y avait 120 pivots d'1 kilomètre de diamètre. Et les débits de chacun des pivots étaient de 90 litres d'eau par seconde. Oui. Avec le recul, maintenant, je me dis, mais quand je vois le prix de l'eau et la valeur de l'eau dans ces pays-là, je dis qu'il aurait peut-être dû penser à autre chose que de faire pousser du blé pour ça. Parce que c'était une gloriole personnelle, je pense. Il voulait peut-être montrer au monde qu'il était capable de s'autosuffire, mais après, on a tous un regard assez différent sur cette chose. Moi, je sais que ça m'a donné du boulot. Je suis resté 1 an et demi là-bas. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme métier là-bas? Alors, j'étais responsable maintenance des bases-vie. Et figurez-vous que quand je suis arrivé, moi, après presque 34 ou 35 heures de voyage, quand je suis descendu de cette bétaillère, ça s'appelait la bétaillère, j'ai vu une grande pancarte, c'était marqué au Bon Vendéen, et c'était donc la société Cugnot qui était en train de monter les bases vie, société vendéenne. Et voilà. Oui, une société vendéenne tout près de La Roche, n'est-ce pas? On connaît bien, oui. Qui comme ça vend des, j'allais dire des espèces de cellules, des cellules, des cellules de bâtiments. Alors donc là, un certain temps passé en Libye, comme vous nous l'indiquez, et puis après, d'autres voyages. L'Irak pour Saddam, je suis parti, le second contrat, c'était pour l'aéroport de Bagdad, là, toujours responsable maintenant sur les bases vie. Puisqu'il y avait beaucoup de Français, il y avait Fougerolles, Spies-Batignolles, tous ces gens-là avaient besoin de logement, ils étaient en famille, donc il fallait s'occuper des piscines, il fallait s'occuper de l'intendance, des cuisines, de toutes les chambres froides, positives, négatives. J'étais frigoriste, électroméca frigo, donc on avait toute la maintenance des climatisations dans les logements, puisqu'il faisait très chaud aussi. Et je me suis retrouvé à cette époque-là, c'était
il y avait la petite guerre entre l'Irak et l'Iran. Oui. Il était fréquent d'entendre arriver quelques petits missiles venant d'Iran. Mhm. Et puis j'ai le troisième contrat, je suis reparti pour Saddam dans le nord, pour Mossoul, le triste Mossoul que tout le monde connaît maintenant. Saddam, je rappelle, c'est Saddam Hussein dont Oui. il est question. Non, parce que vous l'appelez par son prénom, c'est peut-être un ami intime, je sais pas. Non, Saddam Hussein, ouais. Oui. Et non, c'était pas un ami, non. Mais bon, voilà. Et à la frontière du Kurdistan, moi toujours on m'a dit surtout évitez de vous mélanger aux Kurdes, parce que lui il les aimait pas, il les a gazés d'ailleurs, il en a tué beaucoup avec du gaz moutarde. Ça s'est produit également pendant que j'y étais. Et moi j'allais faire du cheval, c'était mon anniversaire, j'avais des Philippins, il y avait 150 Philippins qui travaillaient pour moi. Oui. Et comme je leur avais fait avoir, je leur avais doublé ils touchaient $125 par mois et ils menaçaient de rentrer chez eux, donc j'ai réussi à avoir... Vous avez réussi à augmenter leur salaire. J'avais passé à $250, donc j'ai multiplié par 2 leur salaire, ils étaient très heureux. Vous étiez une sorte de syndicaliste, en quelque sorte. Non, pas du tout, mais des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent, Oui. qui gagnent beaucoup d'argent, et puis qui ne payent pas des gens qui travaillent beaucoup pour eux. Je trouvais ça un petit peu, et puis j'ai réussi à obtenir ça. Donc eux, ils m'ont acheté carrément à mon anniversaire une jument, et la jument, elle était en plus prise, et le petit, c'était un mulet. Et elle avait été prise avec un âne, donc Tommy, le petit mulet. Et voilà, je me suis retrouvé avec une jument. Et puis j'allais faire du cheval dans le Kurdistan. Et les gens m'accueillaient. Je buvais le thé avec eux. Et ils n'étaient pas du tout comme tout le monde. Enfin, comme on a tenté, comme certaines personnes ont tenté d'expliquer ce qu'était un Kurde, une personne méchante et dangereuse, c'était pas du tout le cas. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai rencontré. Et puis alors d'autres pays encore après. Après, ça a été l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, là, je suis parti sur un contrat pour l'Ordnance Corp. C'était les AMX-30 qu'avait vendu la France toujours à l'Arabie, et moi je suis parti... Les AMX, pour les gens qui ne le savaient pas, c'est du matériel militaire. Oui, ce sont des chars. Des canons de 105. Oui, quand même. Voilà. Oui. Et moi, je m'occupais des AMX disques, les AMX ambulances qui étaient équipés de climatisation. Et moi, je suis rentré comme électromécanicien frigoriste sur le char. Et j'ai été repéré donc par la société Thomson CSF DSE, Division Système Électronique, qui m'a débauché de chez Cofras pour m'embaucher en tant que Thomson CSF sur le système d'armes Shahin, qui est Shahin en arabe, ça veut dire celui qui perce. Et donc là, c'est deux rampes de lancement de 3 missiles montés sur un châssis d'un MX-30. Et voilà, c'est que des choses gentilles. Et Thomson, c'est une marque de mitraillette aussi. Vous n'en sortez pas des armes, en somme. Ouais, bah oui, voilà. mais ça s'est vraiment fait, par hasard. J'ai pas choisi de travailler dans l'armement. Puis moi j'étais technicien, j'étais un frigoriste, j'étais un électromécanicien frigoriste. Bon, l'outil c'était pour l'armement, mais moi je travaillais en tant que civil, donc dans des ateliers. Et j'ai participé à la guerre du Golfe, effectivement, lorsque Saddam a envahi le Koweït. Et que les Saoudiens ont déclaré la guerre à Saddam, on est parti au Koweït aussi. J'ai vécu ça aussi. Vous avez vécu ça, oui. C'était vraiment terrible, comme la presse occidentale le rappelle parfois, ou le commentait à cette époque-là, en tout cas, non. Moi, je reste très humble quand je parle de ça, parce que lorsque je me souviens de mon grand-père qui me parlait de la Deuxième Guerre mondiale, nous, on n'a pas trop approché, les coups de feu, sauf quand on a libéré Koweït City. Il y avait des snipers qui étaient postés, qui ont tiré sur les chars, mais bon, on était protégés. Je reste humble avec ça. On a eu froid, on a eu froid, on a eu peur, bien sûr, j'ai eu peur. Mais je suis rentré avec une maladie qui s'appelle la leishmaniose. J'ai mis 8 mois à m'en remettre, la maladie du chien.
Et j'ai reçu 70 injections de 20 millilitres dans le cul. D'ailleurs, mes fesses, c'était Oui. Vous racontez un petit peu tout ça. Ouais. Alors là, on quitte l'Arabie Saoudite. Après, quel autre voyage? Alors, après j'ai voyagé en Algérie, j'ai voyagé au Maroc, j'ai voyagé à Cuba, j'ai voyagé à Djibouti, et j'ai vécu en Arabie. J'ai rencontré la maman de mon second fils, Victor Émile, qui était islandaise. Je l'ai rencontrée en Arabie Saoudite, donc dans un contrat entre 92 et 94, après la guerre du Golfe, où on remettait en état les chars de combat, puisque les Saoudiens avaient tout cassé. Et là, j'ai rencontré la maman de mon second fils et je suis parti 6 ans en Islande. Voilà. Et aussi un passage par Cuba, disiez-vous. Oui. Alors, comment ça se passait là-bas oui. à Cuba On était sur la presqu'île de Varadero à construire des hôtels parce que c'était... Bon. Après les tanks, les hôtels. Ouais. C'était plus, je travaillais sur des clims d'hôtels, ouais. Et puis les piscines, la mise en route des piscines, des choses comme ça. Et maintenant, vous me disiez tout à l'heure que c'est l'Islande qui vous plaît beaucoup. J'imagine pour des raisons familiales aussi, mais ça change de climat en tout cas, entre l'Arabie Saoudite et l'Islande. C'est ce qu'on pourrait appeler un grand écart. Oui, voilà. Alors tous ces périples, ces aventures et tous ces voyages, et puis en plus c'était en des temps, si j'ose dire, assez dangereux, parce qu'à chaque fois c'était la guerre pas loin, oui. Excepté l'Islande bien entendu. Alors tout ça c'est ce qui vous a amené à l'écriture, à écrire des livres? Non, ce sont des amis qui m'ont dit, mais dis donc... avec tout ce que tu as fait là, tu ne penses pas que ça pourrait faire un petit bouquin? Oui, c'est pourquoi je vous pose la question. Et j'ai dit si, peut-être. Oui. Et j'ai mis un petit peu de temps. Et il y a eu un petit peu de temps avant que ma main et mon stylo puissent coucher quelque chose sur une feuille de papier. Mais lorsque j'ai commencé, lorsque ça a démarré, tout est revenu, tout est arrivé assez facilement. J'ai été assez surpris d'ailleurs du fait, parce que moi j'étais, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais un cancre de compétition. Lorsque j'ai dédié ma biographie à l'espace, à la maison de la presse à Châlons, il y a mon professeur de français et de géographie qui est arrivé avec mon bouquin, avec ma bio, en me disant j'aimerais bien que tu me dédicaces ça. Et puis là je l'ai regardé, je lui ai dit là, si vous m'aviez dit quand j'étais petit et que et que vous me disiez que je ne ferais jamais rien de ma vie, que je vous dédicacerais mon bouquin, on aurait bien rigolé tous les deux. Oui, parce qu'en cours de français, vous n'étiez pas plus excellent que ça. Non. Voilà. En tout cas, les livres, alors, vous parlez du second tome de votre... C'est une trilogie, parce que vous allez en sortir un troisième, toujours avec votre neurone, et vous... Bon, vous entendez bien avec vos neurones quand même. J'ai un neurone. De temps en temps, on a l'impression que vous n'êtes pas trop d'accord avec votre cerveau. Avoir un neurone, on en a des milliards normalement, mais j'en ai qu'un, moi, puis en plus, comme je le dis, il est un peu schizophrène. Donc c'est pas simple tout le temps, mais je m'en sers un petit peu comme d'un fil rouge pour essayer de décrisper un peu l'atmosphère lorsque je raconte une histoire un peu compliquée comme là dans le tome 2 sur les chemtrails. Alors chemtrail, on va expliquer ça à nos téléspectateurs. C'est un terme bâtard, anglo comme d'habitude. Chem, ça veut dire chimique, c'est en raccourci, et trail, traînée. Une traînée, comme il y en a dans le ciel. Alors là, oui, j'ai lu dans ce second roman, dans le deuxième livre, que il y a quelque chose qui ne va pas avec ces traînées que lâchent les avions supersoniques. Oui, les gens ont longtemps on leur a fait accepter que c'était tout à fait normal de voir ça dans le ciel. Oui. Mais c'est de la condensation. C'est ce qu'on a expliqué à une personne lambda dont je faisais partie à l'époque, avant de me renseigner un petit peu sur ces choses-là. Et il s'avère qu'un chemtrail, ça a démarré en Russie, ça a été suivi aux États-Unis. Il s'avère que les gens mettaient des gros containers dans les avions et ils saupoudraient à 30 000 pieds, donc à 10 000 mètres. Dans quel but ?
Alors, c'est des microparticules d'aluminium et des microparticules de cuivre dans le but ça agit sur les neurones, ça agit sur la tête, sur les réflexions, sur la capacité de penser, ça agit sur tout ça. C'est-à-dire que on prive les gens de leur capacité à réfléchir et à penser. Vous êtes sérieux là? Oui, je suis très sérieux, malheureusement. Non, mais c'est important ce que vous dites là. Ouais. Vous êtes en train de dire que des gens, on ne va pas citer les nationalités ou autre chose, sont en train volontairement, vous m'arrêtez si je n'ai pas compris, en train volontairement de semer ces espèces de condensation, entre guillemets, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, de chemtrails, pour décerveler en quelque sorte les individus. Pour les rendre plus manipulables. C'est ça. C'est-à-dire qu'on laboure les neurones pour en semer d'autres, si je me trompe. Mais des modifiés. C'est ça. C'est grave ce que vous dites là. C'est très très grave. Il y a une dame qui s'appelle Claire Sévrac, qui a écrit un livre sur la fin du monde, et qui en est morte, qui a été, a priori, elle a été assassinée au polonium, cette dame, et suite à ses écritures. Et c'est une Française. Donc, qui était, il y a des Québécois aussi qui ont souffert de ça. Il y a plein de gens qui ont écrit sur ce. Moi, je me contente de rapporter quelques écrits. Je mets d'ailleurs, pour que les gens comprennent bien, je mets aussi Oxboxter, qui est le truc qui vient un petit peu dédramatiser ça ou prouver. Oxboxter, c'est quelque chose qui dit oui, ça a été dit, mais c'est pas forcément vrai, ou c'est pas forcément vrai dans l'état des choses où ça a été écrit. Et je cite Oxboxter aussi pour justement laisser aux gens le fait d'aller piocher. C'est très important. Moi, je pense que Internet, pour ça, c'est... Moi, je me sers beaucoup d'Internet pour écrire, parce que c'est... Plus personne ne peut mentir maintenant. On peut, si on veut... Sauf Internet, excusez-moi. Mais là, ce que vous nous dites, Christian Gauvry, relativement à ces traînées suspectes, ça peut être ce qu'on appelle aussi maintenant une fausse nouvelle, une fake news, ou pas. Alors, est-ce que vous y croyez, cette histoire? Parce que c'est quand même très grave, ce que vous nous dites. Mais non seulement j'y crois, mais c'est avéré. C'est avéré. Il y a des scientifiques qui se sont penchés là-dessus là c'est plus moi qui le dis, je les cite d'ailleurs, je cite des noms, je cite des gens qui ont planché là-dessus. Et non, c'est sérieux. Malheureusement, c'est sérieux. Mais alors ces avions, ce sont des avions, j'allais dire civils. Au départ, c'était des avions militaires. C'est ça. Il y a une photo d'ailleurs dans mon bouquin où on voit des militaires, et on voit les deux tuyaux qui partent et qui arrosent. Bon. Alors, passons sur les militaires, si vous voulez bien, mais ensuite les avions civils de transport de passagers, les grands Airbus, les grands Boeing, lorsqu'ils lâchent ça, il faut que les pilotes soient complices. Oui. Ou d'accord, enfin, je ne sais pas. Non, parce que... Là, dans le livre, il y a des photos où il y a des pilotes de ligne qui sont en grève avec des photos, ils tiennent dans leurs mains des photos avec les chemtrails, avec les traînées, et eux souffrent aussi. Et ils protestent contre ça, là. Contre ça, oui. Moi je découvre, je sais pas. C'est assez étonnant. Moi c'est pareil. Après bon, je vais peut-être passer pour quelqu'un d'un petit peu fou, mais c'est comme le coronavirus. Dans le tome 3, j'essaye d'attirer l'attention des gens sur le fait que peut-être qu'on leur a menti. Peut-être le coronavirus, ça n'est en fin de compte qu'une grippe qui a muté. Et la grippe, quand on fait le bilan des morts mondiaux du coronavirus et les bilans mondiaux des morts de la grippe, on s'aperçoit que c'est ridicule. Il y en a moins qu'avec la grippe, c'est ça que vous me dites. Beaucoup moins. Oui. Beaucoup moins. Et là encore, on continue à manipuler les gens en leur faisant... Moi, je vois des gens, quand je croise des gens avec leur masque seuls dans leur voiture, je me dis, mais il faut vraiment que les émissions et que certaines personnes soient puissantes pour pouvoir conditionner des gens et les mettre dans cet état. C'est ça qui me... Moi, je veux simplement... Moi, je tire juste une petite sonnette en disant attention de ne pas tomber dans le trop,
ce qui peut effectivement modifier profondément certaines personnes. Et on retrouve toutes ces alertes, on va appeler ça comme ça, toutes ces alertes auxquelles vous faites allusion, on retrouve ça évidemment dans votre livre Mon neurone et moi, opus numéro 2, c'est le second. Oui. Vous venez on frôle la récidive. Hein. On frôle la récidive, c'est le sous-titre, en effet, oui avec, par rapport au premier. Et puis vous nous annoncez un troisième et dernier, alors, Neurone et moi. Tout ça sont des sujets très graves, Christian Gauvry. Heureusement, c'est agrémenté de beaucoup d'histoires drôles. Oui, parce que c'est traité aussi parfois avec beaucoup d'humour. Je ne sais pas si vous connaissez le regretté Antoine Blondin, qui était un écrivain apprécié. Et vous avez un peu son, je ne dis pas son style, mais vous avez un peu sa façon de faire, sa façon d'écrire. C'est gentil, c'est un beau compliment, merci. Oui, Antoine Blondin qui faisait beaucoup de reportages sur le Tour de France cycliste. C'était un petit peu à la Audiard, non? Oui, un petit peu, mais... mieux, oui. En mieux? Ah, ça c'est... Je ne sais pas moi qui peux dire ça, mais Blondin faisait ses reportages. Par exemple, le Tour de France cycliste, il faisait son papier, comme on dit dans le journalisme de tous les jours, pendant tout le temps du Tour de France cycliste, et il interviewait des gens, des coureurs proprement inconnus. C'est-à-dire qu'il n'interviewait pas Bernard Hinault ou Jacques Anquetil à l'époque, mais le dernier qui est arrivé à l'étape. Par exemple. Ah, ça me plaît, ça. Oui, ben voilà. Ben, vous faites un peu la même chose que cet écrivain apprécié des Français, d'ailleurs, je crois. Alors, au hasard de votre livre, une petite histoire. J'aime bien la définition que vous avez de l'amitié, de l'ami. Alors Non, mais je vais vous la répéter. Pour être honnête, j'ai plus. Non, vous ne lisez pas vos livres. Vous avez bien si, mais je me suis relu, mais vous savez. Mais je plaisante. Et alors vous dites d'un ami, il dit du bien de moi et quand même c'est un ami. Hein. Malgré tout, c'est un ami. C'est philosophique, c'est gentil ça. Hein, c'est bien. Et puis d'autres, vous dites à un moment donné, il n'y a plus d'argent pour rien, mais il y en a pour certaines choses, par exemple. Ben, par exemple, il y en a pour là, vous me prenez au dépourvu, en toute sincérité. Effectivement, il n'y a plus d'argent pour la santé. La santé, les médicaments, les ça, voilà. Pour les infirmières, par contre, il y a une chose, l'argent, on utilise, je crois que c'est 35 milliards par mois pour l'armement, et ces 35 milliards-là permettraient de sauver l'humanité de la faim pendant un an. Et voilà, c'est un petit peu... L'argent, pour moi, on dit toujours, il n'y a plus d'argent, notre gouvernement dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais il y a plein d'argent. Il y a plein d'argent, il y a des 1000 milliards, on va dire. Les banques n'ont jamais été aussi riches. Il y a 7 multimilliardaires qui veulent gouverner le monde, d'ailleurs j'en parle dans mon dernier opus, qui veulent gouverner le monde. Ces gens-là, ils donneraient ne serait-ce que, 10% de leur fortune. C'est énorme, hein, c'est énorme ce que je dis. 10% de leur fortune, il y aurait plus la misère dans le monde. Mais non, on a choisi. Regardez le Vatican. Le Vatican, c'est la 2e réserve d'or mondiale. Moi, la seule question que je pose dans mon bouquin, je dis pourquoi il y a encore de la misère, puisque le Vatican qui prône la bonté sur terre, pourquoi il y a encore de la misère? Et on continue en plus à me tendre, lorsque j'allais à la messe, on continue à me tendre pour que je mette encore une pièce en plus. Oui. Alors qu'ils sont... Il y a, je crois que c'est 360 000 tonnes d'or. Dans le monde? Non. Non, le Vatican. Vatican, je ne sais pas. Si, je me suis penché sur la chose. C'est encore plus que ça, je pense. Alors, vous dites, Christian Gauvry, la Banque mondiale, oui. munificence, beaucoup d'argent. Mais alors, malgré ça, malgré que les banques soient richissimes... On continue à se battre. À devoir se battre. Non, mais moi, la question, elle est beaucoup plus terre à terre. Les banques sont richissimes et pourtant, il n'y a plus d'agences bancaires, de moins en moins dans les petites communes de France, par exemple.
Oui, on retire les agences bancaires. Oui, parce que ces gens-là veulent nous avilir. Donc les chemtrails, la 5G qui arrive, la 5G... Ah, la 5G, intéressant. Et c'est d'actualité. Ouais, j'en parle dans mon dernier opus. La 5G, c'est quelque chose de très très dangereux. Parce que beaucoup de gens croient que la 5G vient en remplacement de la 4G, mais c'est faux. Elle vient en plus de la 4G. Et on n'en a strictement pas besoin. Par contre, les ondes qui vont être émises par la 5G vont nous atteindre. Tous autant qu'on est, on va tous être atteints par ça. Vous dites ça, vous en êtes persuadé ou c'est une suggestion de votre part, ou ça pourrait être ça? Non. Et cette 5G, moi je la soupçonne en plus, parce que je vais encore plus loin que ça. Cette 5G, je la soupçonne d'être mise en place, non pas pour notre bien-être Internet et toutes ces choses-là, pour nos portables, parce que tout fonctionne parfaitement bien avec la 4G, hein, on est d'accord. Il y a un monsieur qui veut nous imposer une nanopuce avec ce fameux vaccin qui est en train d'être mis en place par notre cher monsieur Bill Gates, entre autres, et on va nous injecter ça, et ça viendra se fixer sur un... C'est lamentable ce que je vais dire, mais c'est tellement... Ça me fait tellement frissonner, je me dis, mais on en est rendu là. Ça va se fixer sur un os, on pourra pas l'enlever, on pourra pas l'enlever. Ça veut dire que même quand vous irez aux toilettes, on saura où vous êtes, à l'instant T. Et on pourra même influencer, je pense, votre pensée, ou influencer vos démarches. On peut tout faire avec... Ça fait peur, ça fait très très peur. Oui, c'est pas rassurant, je l'ai vous dire. Ça fait très très peur. C'est ce que vous nous dites là. Ouais. Bon, eh bien écoutez, Christian Gauvry, si on veut en savoir plus, il faut dire aux gens qui nous écoutent que vous venez de sortir votre second opus, Mon neurone et moi, numéro 2, il y en a un troisième à venir. Ouais. Bien sûr, on va retrouver toutes ces choses, toutes ces réflexions qui ne sont pas toutes rassurantes. Non, mais je veux rassurer quand même les gens. Oui. Ça, je parle de choses sérieuses parce que, à force de les oublier ou de les mettre de côté, à force de les mettre de côté, on les oublie. Voilà ce que je veux dire. Mais effectivement, dans mon livre, il y a des petits moments. Heureusement, c'est ce que je disais. Que j'espère succulents et voilà. Vous essayez de traiter ça qui aussi. Qui m'ont bien plu à moi, donc. Avec un peu de dérision, pas mal. Ouais. Merci Christian Gauvry, merci d'être venu avec nous. Et je rappelle votre mail où on peut se procurer votre livre, en dehors de quelques très bonnes librairies, bien entendu. Vous voyez le mail qui va s'inscrire maintenant, gauvry.christian@orange.fr. Merci de votre attention. Au revoir.